Buenos días amigos de Un Minuto con las Artes. Tengo el gusto de iniciar una nueva conversación con un invitado muy especial, que pese a encontrarse de viaje, por cierto yo también, él ha tenido la gentileza de atender mi invitación para conversar conmigo en este programa en formato YouTube. Entonces, entro ya en materia. Nuestro invitado es Gilles Morat. Je vous nomme Morat ou Mora? Morat. Oh, mais c'est parfait. D'accord. Je comprends ce que vous dites, hein. Ah, parfait. Gilles Morat es un reconocido investigador y crítico de fotografía, quien es el director artístico del Pavillon Populaire o Pavillon Popular de la ciudad de Montpellier, Francia. Se trata de una institución que se dedica a realizar magníficas exposiciones de fotografía y sobre ello, bueno, hablaremos más adelante. Quiero presentarles primero la síntesis biográfica del señor Morat. Él ha sido redactor en jefe de la revista Le Cahiers de la Photographie de 1981 a 1993, director de colecciones de las ediciones du Seuil. Seuil, oui. Seuil, ajá. Seuil, oui. Entre 1992 y 2007, director artístico de los Encuentros Internacionales de la Fotografía de 1999 a 2001 y desde 2011 es el director artístico del Pabellón Popular de la ciudad de Montpellier. Pero además es especialista en fotografía estadounidense y autor de varias monografías de fotógrafos muy importantes como Walker Evans, Edward Weston, W. Eugene Smith, Charles Sheller, Ralph Eugene Midyard, Aaron Siskind, y además, importantísimo, ha sido merecedor del premio Nadar en 2007 por su libro La fotografía américaine 1958-1981, es decir, la fotografía americana 1958-1981, y su último libro es Walker Evans, en 15 questions, en 15 preguntas, editado en 2017 por Édition Hassan. J'espère avoir prononcé correctement. Oh, c'est parfait, mais c'est parfait. C'est parfait. Bon, bienvenue, Monsieur Morat, Merci. à Un Minuto con las Artes. C'est pas une minute réellement, c'est en réalité, nous savons que c'est métaphorique. Je suis ravie vraiment et très reconnaissante que vous m'accordiez un peu de votre temps pour avoir cette conversation avec moi. Alors, je vous donne la bienvenue. Merci. Et je vous remercie de vous intéresser depuis le Venezuela au pavillon populaire. Eh oui, non, fabuleux. On va parler sur ça, justement. Bon, comme c'est un programme produit au Venezuela, et bien sûr, il est vu peut se voir dans le monde entier. Pour le public qui ne connaît pas les centres culturels existants dans les différentes régions françaises, en particulier Montpellier dans ce cas-là, pourriez-vous nous parler sur le pavillon populaire, son profil, ses objectifs principaux pour que les gens connaissent justement notre centre d'attention? Bien sûr. Alors, le pavillon populaire, c'est une institution qui appartient à la mairie de Montpellier. Et la mairie de Montpellier a cette particularité que c'est le deuxième budget culturel le plus important après Paris parmi les villes françaises. C'est une particularité qui fait que la ville de Montpellier consacre beaucoup d'argent à la culture, avec des lieux importants comme le musée Fabre, qui est un magnifique musée pour la peinture traditionnelle, le MOCO, qui est un centre d'art contemporain, et le pavillon populaire. Alors l'histoire est très simple. Il y a une dizaine d'années, le maire actuel de Montpellier, Michael Delafosse, était adjoint à la culture de la ville et il a eu l'idée de faire que le pavillon populaire, qui était une petite institution, devienne un lieu photographique majeur en France. On m'a demandé si j'étais d'accord pour assumer ce travail-là
en être le directeur artistique et me donner comme tâche de développer sur le plan national et international le pavillon populaire. J'ai dit oui, à condition qu'on me laisse une entière liberté, que j'ai un budget convenable, que je puisse faire que le pavillon populaire devienne un lieu d'accueil des plus grandes expositions, c'est-à-dire avec des normes de conservation, avec un éclairage, avec un catalogue national, avec une attachée de presse nationale, de façon que cet argent que la municipalité allait mettre dans ce lieu, il ne soit pas perdu, mais au contraire, il soit capitalisé. Donc la mairie a dit OK, faites ça, et depuis 10 ans, je me suis donné comme tâche de faire que le pavillon populaire ait une programmation unique. C'est-à-dire que chaque exposition que j'ai préparée, elle n'a jamais eu lieu avant. Jamais. Donc, ça veut dire qu'il faut présenter des choses qui aient un sens sur le plan intellectuel, qui aient un sens dans l'histoire de la photographie, et qui puissent faire que nulle part, sauf au pavillon populaire, on puisse trouver ces expositions. Ça a été, si vous voulez, ma ligne de combat, en quelque sorte. Et ça a marché. Ça a marché parce que j'ai cette liberté-là. Beaucoup d'institutions, de musées ont des conseils d'administration qui décident que cette exposition, on la prend parce qu'il y aura du succès et que les sponsors auront leur nom qui sera propagé dans les médias. Ici, pas question. C'est un lieu municipal avec de l'argent public, donc il n'y a aucun sponsor privé. Cet argent public me donne la liberté totale de faire ce que je veux avec une municipalité qui me fait confiance. Donc au cours des années, j'ai décidé que le public de Montpellier, gratuitement, c'est un lieu qui est gratuit, ce qui est formidable. C'est un lieu qui est gratuit, le public entre gratuitement, on lui donne un petit livret, il peut acheter le catalogue qui est diffusé nationalement par les éditions Azan. Mon idée est la suivante, quand vous entrez dans un musée comme celui-ci, vous ne savez pas ce que vous allez voir et vous n'y connaissez rien. Donc l'idée, c'est d'apprendre aux gens qui entrent, qui vont voir quelque chose d'important et de le leur expliquer. D'où l'effort qui est fait au pavillon pour chaque exposition d'explication. D'ailleurs, beaucoup de textes dans le pavillon populaire, beaucoup de textes. Un aspect didactique qui est évident. Une médiation culturelle, il y a des gens qui sont payés, formés avec les commissaires d'exposition, avec moi-même, pour expliquer l'exposition aux visiteurs, aux scolaires, etc. Ensuite, vous avez un petit livret gratuit qui est distribué aux visiteurs, qui explique, résume le parcours de l'exposition, l'intérêt intellectuel, l'intérêt historique, et enfin, il y a un catalogue national qui est en vente, pas très cher, 24 €, et qui est diffusé nationalement, ce qui fait que chaque visiteur, quand il entre au pavillon populaire, il apprend quelque chose. Sinon, ça ne sert à rien. J'ai une longue expérience des expositions aux États-Unis, j'ai travaillé pour le Metropolitan. Chaque fois que vous entrez dans une exposition, vous savez qu'il faut qu'on vous explique ce qui se passe. Donc ça, c'est la politique générale du pavillon, et ça s'appelle pavillon populaire. C'est-à-dire, c'est vraiment pour expliquer au plus grand nombre ce qu'ils vont voir. Alors le programme que je fais, il est conforme à l'idée que j'ai de l'histoire de la photographie. Vous disiez très rapidement dans ma biographie que j'étais spécialisé dans la photographie américaine, c'est vrai, mais je connais très bien la photographie européenne. Et mon idée est la suivante. Il faut présenter aux gens des choses qui sont importantes dans l'histoire de la photographie et qui sont très souvent méconnues. Madame Dora est un exemple. Madame Dora est une photographe autrichienne de l'entre-deux-guerres, extrêmement importante, qui a travaillé à la fois à Vienne et en France, qui était dans l'entre-deux-guerres une personnalité
les plus importantes de la mode et du portrait. Et puis, elle était juive, l'invasion allemande, le nazisme ont ruiné sa carrière, elle a été obligée de s'exiler, et dans un second temps, elle a changé complètement. Au lieu de photographier des people ou les célébrités, elle a décidé de photographier la misère du peuple autrichien après la guerre. Oui. Et c'est cette importance chez une photographe de mode de passer de la mode au document sans que jamais en France on ne l'ait proposé une exposition. Je me suis dit, il faut le faire, il faut le présenter et il faut l'expliquer. Absolument, oui. Donc chaque exposition, c'est ça. Moi, j'ai connu le pavillon populaire l'année dernière que je suis venue ici à Montpellier. J'ai admiré l'exposition qu'il y avait en ce moment-là, que c'était de Peter Lindbergh aussi, de photographe de mode. Ce sont deux personnalités différentes, ce qui explique que j'ai voulu faire et l'un et l'autre en même temps. C'est fabuleux. Et maintenant que je suis revenue, ça m'a beaucoup plu, l'exposition de Madame Dora, qui a aussi un titre vraiment intéressant. C'est la photographie d'elle de Vienne, qu'elle a fait en Vienne et après à Paris, justement en pleine période entre-guerre, avant-garde, et la post-guerre et toutes ses conséquences très douloureuses. Et je crois qu'on pourrait aussi commencer la conversation sur cette exposition. Justement, la raison de ces deux concepts, surface et chair, dans ce titre. D'abord, attractif. Ça, c'est un beau titre. Mais quand on dévoile un peu qu'est-ce que ça veut dire, et quand on a vu l'exposition, les deux mots sont très précis par rapport au changement des périodes de Madame Dora, et aussi qui donne le sens et la lecture de l'exposition. Alors, j'aime beaucoup ce contraste, et moi, je peux donner mon interprétation, que c'est justement ce que j'ai lu aussi dans l'information que j'ai reçue et que j'ai appris à l'exposition. Mais de toute façon, c'est bien si vous pouvez expliquer un peu les raisons de ces contrastes dans ces deux mots. D'abord, j'ai confié au pavillon populaire, je choisis chaque fois, c'est moi qui choisis les expositions. Et il y a deux cas de figure, où j'en suis le commissaire parce que c'est ma spécialité, ou alors je vais chercher dans le monde, puisque ce sont des gens qui ne sont pas français, les deux commissaires, les spécialistes qui peuvent prendre en charge l'exposition. Dans le cas de Madame Dora, ce sont deux femmes autrichiennes, Monika Faber et son assistante dans son institution, la Bonartes à Vienne, qui ont pris en charge cette exposition. Madame Dora a été montrée à New York. Il y a eu une exposition à New York, il y a eu une exposition à Hambourg, il y a eu une exposition à Berlin. Et ces expositions se démarquent de celles-ci justement parce qu'elles se concentrent surtout sur la surface, c'est-à-dire l'extérieur, par le portrait, par la mode, l'extérieur de l'être, de l'individu, c'est-à-dire ce qui fait l'aspect superficiel finalement de la photographie de mode. On photographie des modèles, on photographie des habits, c'est la surface. Oui. Et en même temps, il y a chez Madame Dora, à partir de la guerre, un changement complet. Elle s'aperçoit que la vie, c'est pas uniquement la surface, mais c'est aussi la souffrance, la douleur, ce que j'appelle la chair. Donc j'ai donné ce titre, la surface et la chair. Et c'est une dichotomie qui donne le sens de l'exposition qui est divisée en deux, et que la scénographie d'ailleurs, par les couleurs des murs, etc., met en valeur. Voilà, et ce qui fait que Madame Dora est un cas mais spécifique dans la photographie de mode, où quelqu'un brusquement prend conscience que la surface c'est une chose, mais que derrière il y a aussi la chair, la mort. Vous avez vu les abattoirs,
les photos d'abattoirs qui sont magnifiques, au moment où le nazisme est en train de transformer en viande la personne humaine, ça correspond à ça. Donc ça m'a paru être l'axe fort et évident de l'exposition. Une autre chose que j'allais dire, et je sors de mon guide, de mon livret, il y a une élégance dans le montage absolue et signalée avec la couleur et avec le changement de couleur sur les murs, des marques, les deux tensions, les deux sentiments, les deux sensibilités. Oui. Bah, écoutez, je vous remercie, mais ça aussi, c'est une des spécialités du pavillon populaire. Chaque fois qu'on construit une exposition, la scénographe qui travaille avec nous, Florence Girard, elle travaille avec moi et avec les commissaires. Et on se dit, encore une fois, comment rendre le plus lisible possible l'exposition. Et la scénographie, ce n'est pas une décoration, c'est une aide intellectuelle Voilà. qui permet de faire que le spectateur traverse des univers, traverse des chronologies, et que la couleur des murs, et que la constitution des cloisons, etc., ça l'aide à comprendre. Oui, oui. Moi, je suis tout à fait d'accord que plus d'informations dans une exposition, plus utile est l'exposition, et les personnes sortent avec une relation avec les choses riches. Et ça, les deux expositions que je suis allée là au pavillon, ça m'a paru vraiment merveilleux. Oui, oui, et ça a un coût, ça coûte cher. Je sais. Et la ville, c'est ce qui est formidable à Montpellier, la ville fait cet effort que de grosses institutions ne font pas. La plupart du temps, tous les murs sont blancs, gris, hein, et les gens sont perdus, circulent. Là, non, mais c'est la particularité aussi de la ville de Montpellier de vouloir mettre cet argent dans une structure qui ait un sens et qui soit efficace. En continuant sur ce sujet des contrastes surface et chair, Oui. Il y a pour expliquer à la public, il y a une petite salle presque à la fin de l'exposition, après qu'on a vu les photographies de mode, du fashion, du glamour, qui sont belles. Sur ça, je voudrais aussi parler après. Et il y a une salle consacrée à un événement qui s'appelait la fête du siècle. Oui, le marquis de Cuevas, oui. Avec le marquis de Cuevas, et on voit le moment de la fête, vraiment exubérante. On suppose que c'est un derrochamiento, on dit en espagnol, je ne sais pas en français, quand on dépense beaucoup. Oui, c'est somptueux, c'est somptueux. Et là, c'est vraiment, quand on pense que la guerre avait fini 8 ans avant, oui. Et que Madame Dorin, en particulier, a vécu la perte de sa sœur, et qu'elle a connu la misère tout à fait en face, et qu'elle a dû fuir et être cachée et tout ça. Ça a dû être vraiment bouleversant pour elle, photographier la fête des siècles. Et je comprends que dans la lecture de l'exposition, après on voit la personne qui a organisé la fête, que c'est le marquis de Cuevas, justement dans la fin de sa vie, qui est devenu misérable avec la maladie, avec l'incapacité. Et ce contraste aussi, je suppose qu'elle a dû elle a dû faire ça aussi de façon très consciente. Très consciente, oui. La fête du marquis de Cuevas est une folie. Elle avait été annoncée dans tous les journaux du monde entier comme la fête la plus chère. La plus chère. Juste, comme vous le dites si bien, quelques années après la guerre. Il y a une photo qu'elle a prise du marquis de Cuevas avec de chaque côté les têtes d'animaux morts. Et c'est cette réflexion sur la surface, c'est-à-dire la folie mondaine de cette fête et la mort, parce que le marquis de Cuevas savait qu'il était condamné. C'est ça qui l'a fasciné. C'est ce côté à la fois
terriblement superficielle, et aussi cette angoisse de la mort qui traversait le marquis de Cuevas. Oui. Mais la dernière photo, c'est très grande reproduction de Colette. Oui. C'est la dernière photo de Colette prise la veille de sa mort. Elle est morte le lendemain. Et ça, c'est vraiment le rapport entre la surface et la chair. C'est-à-dire, c'est une femme, Colette, qui a encore cette coquetterie. C'était une femme extraordinaire, sensuelle. C'était une femme qui a brisé tous les tabous sexuels. C'est une femme qui était mondaine, etc. Et en même temps, s'inscrit sur son visage la griffe de la mort. Et c'est comme le marquis de Cuevas, dans une même image sont rassemblés et la surface et le drame de la chair. C'est vraiment une photographe qui est merveilleuse. Oui, oui. En parlant sur la période de la surface, Oui. aux vies superficielles, Oui. La partie esthétique de la beauté, pas seulement des sujets, des modèles, des Bien sûr. vêtements. Il y a aussi un sens esthétique. Donc, point de vue formel, il y a un sens esthétique impressionnant dans les photographies de Madame Dora. La composition, la lumière, les contrastes, lumière, ombre. Je sais aussi qu'il n'y a pas, ce que je vais dire maintenant, peut-être n'a pas tellement de sens ou un lien vraiment direct, mais peut-être c'est insensé de ma part, d'associer ce qui est le contenu d'une image avec la perception de la beauté de la photographie. Oui. On est enchanté de voir des choses belles, la photographie, l'image comme telle est belle, mais aussi peut cacher ou être sur cette surface. Il y a aussi la sensation que c'est une vie qui donne le dos à la réalité quotidienne, que Oui. c'est à la même fois, c'est aussi pénible. À l'envers, on peut dire que si dans une image qui a des contenus forts, terribles, comme la mort, comme les animaux morts, tout ça, il y a aussi une beauté du point de vue formel Oui, bien sûr. de l'image. Oui, oui. Alors bon, c'est cet aussi contraste, pas seulement non, surface et chair, mais aussi la beauté et le terrible, la convivence entre la beauté et le terrible. Voilà, c'est ce que peut-être je voulais dire. Oui, oui, je comprends ce que vous dites et vous avez raison. En fait, je crois que chez elle, c'est un problème existentiel. Je crois que chaque fois qu'elle photographie quelqu'un, d'abord, elle avait une façon de photographier qui mettait les gens très à l'aise. Tous les sujets, tous les modèles qu'elle a, et Dieu sait s'ils sont nombreux, l'empereur Charles, le dernier empereur, c'est incroyable, mais aussi Alma Mahler, enfin, toute cette incroyable constellation de la modernité viennoise, qui était quand même travaillée, mais vous regardez Klimt, vous regardez Kokoschka, vous regardez Mahler, c'est travaillé à l'intérieur, comme vous le dites, par une espèce d'effroi. Derrière la beauté, il y a la dissolution, la mort. Et ça, elle l'a admirablement saisi. Je crois que c'est ça qui est chez elle la traduction d'une espèce de façon d'être qui la rend à la fois sensible à la beauté, mais aussi sensible immédiatement à sa disparition. Oui, oui. Et je crois, si vous prenez Peter Lindbergh, il n'y a jamais ce questionnement. Chez Peter Lindbergh, on est dans une sorte d'effervescence visuelle, mais sans profondeur derrière. Chez Madame Dora, il y a ce sentiment existentiel qui traverse toute la modernité viennoise. Toute la modernité
Kokoschka, y compris la musique avec Schoenberg. Vraiment un témoignage culturel de l'époque, où il y a les artistes, bien sûr, il y a les écrivains, il y a les danseuses, il y a la mode, et il y a aussi une mode des années 20, 30, qu'on le sent très actuel. En même temps. Oui, parce que, oui, ce que vous dites est juste. je- oui, il y a 3 semaines, il y a eu, je crois que c'est au Canada, un grand défilé de mode avec les stylistes les plus contemporains, et certains ont affirmé que beaucoup de leurs modèles et de leurs collections venaient de Madame Dora. Ça m'a beaucoup étonné, ce rapport qu'elle a. Ouais. Donc c'est quelqu'un qui n'a pas disparu. Mais ce que vous dites est juste. Mais c'est un témoignage formidable. Madame Dora, c'est plusieurs niveaux. Mais pour qui connaît parfaitement ou qui connaît bien la modernité viennoise, c'est quelqu'un qui est au plus près de ces angoisses qui traversent toute l'entre-deux-guerres. Elle est juive, elle va pas tarder à être obligée de s'expatrier, elle va subir à la fois la fascination pour la modernité européenne française, mais en même temps la condamnation par l'Allemagne de tout ce qui est nouveau. C'est un personnage vraiment fabuleux. Je suis content que vous ayez eu cette lecture de Madame Dora. Il y a une autre chose aussi qui intéresse beaucoup, parce que le sujet sur la femme, et récemment, il y a eu dans tout le monde, et je crois que depuis quelques années, il y a une volonté de récupérer les créations des femmes. Et il y a des expositions dans plusieurs grands musées dans le monde que nous connaissons et faire justice les œuvres des femmes. Oui. Mais quand on voit le travail de Madame Dora avec toutes ces circonstances, femme, juive, guerre, en n'importe en quelle période, elle a fait son travail avec beaucoup de liberté. Je la sens très audacieuse. Quand on voit des images, des positions de nus, Oui. femmes, couples, et que pour l'époque a dû être vraiment Oui, absolument. surprenant au moins. Non, oui, dans une tradition viennoise qui est quand même très conservatrice. Parce Et je sens la présence ou l'ombre de Gustav Klimt dans ces images, certaines images assez érotiques, dans un sens érotique qu'il y avait Klimt. Oui, c'est cette liberté-là qui est intéressante. Vous parlez de la présence des femmes actuellement, leur valorisation dans le domaine de l'art, de la photographie, valorisation qui est excessive. Oui. C'est un parti pris parce que c'est une femme, c'est bien. Ce qui est bien chez Madame Dora, c'est que c'est une femme, elle est libre, mais ce qu'elle fait sur le plan esthétique et intellectuel, c'est bien. Voilà, donc c'est pas parce qu'elle est une femme. Bien. Elle a pu le faire. Elle a pu le faire. Même si elle a eu les problèmes que bien sûr elle a eu, et toutes les situations vraiment tragiques qu'elle a eues, elle a pu faire les choses, et avec succès, et avec un style particulier. Ses photos ont été publiées dans plusieurs magazines. Ça a été un plaisir de la connaître, vraiment. Et en même temps, c'est quelqu'un qui était très proche des femmes. Enfin, quand on regarde les photos de Madame Dora, on est fasciné, et c'était les témoignages de l'époque, d'ailleurs, concordent. Elle aimait les femmes. Voilà, c'est aussi ça qui apparaît dans les photos. C'est elle qui les habillait, c'est elle qui choisissait les modèles, c'est elle qui les faisait mettre. Il y a une véritable fascination de Madame Dora par la femme, par le corps, et ça aussi c'est quelque chose qui est à son époque. Les photos qu'elle fait, par exemple, de Joséphine Baker, Oui. ce sont des photos très sensuelles.
c'est un œil de femme sensuel sur des femmes. Et ça aussi, c'est très beau et très touchant, parce qu'à cette Oui, époque, c'était des regards d'hommes sur les femmes. Ce sont vraiment des regards de femmes sur les femmes, de complicité, d'attirance. Et ça aussi, c'est la modernité de Madame Dora. oui. Son audacité, elle n'a pas peur de faire ça. Non, Je ne non, sais pas le mot correct en français pour le dire, mais bon, vous comprenez l'idée. Et oui, oui. aussi que très jeune, elle a déjà entré dans les milieux grands, des grands centres de la photographie, Oui. parce que aux 24 ans, elle entre comme membre de la Société photographique de Vienne. Qui était très fermée et très masculine. Très masculine. Et c'est une réussite incroyable aussi Incroyable. que, après, en lisant la biographie, 2 ans après, non, 3 ans après, ces photographies, justement, vont être publiées dans ces magazines Ouais. d'Autriche, d'Allemagne, de la France, non? Et elle ouvre son studio personnel à Vienne, après elle déménage à Paris, elle ouvre aussi à Paris, c'est-à-dire il y a la possibilité, elle a eu la possibilité de faire tout ça, non? Et ça, c'est le mérite des commissaires, notamment de Magdalena Vudovic, qui était la seconde commissaire avec Monica Faber, d'avoir amassé tous ces documents pour rendre perceptible ce parcours atypique d'une femme dans le domaine de l'art photographique en Autriche, qui à cette époque, encore une fois, était très très masculin. Euh, Oui, et il n'y a pas beaucoup de femmes. Oui, il y avait Alma Mahler, il y a pas beaucoup de femmes à cette époque qui ont cette capacité de s'imposer. C'est pour ça que l'exposition est très riche en documents. Il fallait non seulement montrer les images, mais accompagner par beaucoup de documents tout ce parcours et cette importance qu'a Madame Dora dans la presse. C'est incroyable. Et ça, ce sont les commissaires qui ont fait ce travail de fond. C'est une exposition qui a demandé beaucoup d'intervenants. Il y a des prêts qui viennent de partout, d'Allemagne, etc., mais aussi des documents qui viennent de France, qui viennent d'Autriche, d'Allemagne, d'Amérique du Sud. On a fait tout ce travail-là pour donner cette image. un grand travail. Non, vraiment, je vous félicite et féliciter aux commissaires Les deux commissaires, attachés aussi. et Magdalena Vitovic, elles Oui, ont aux deux, vraiment, parce que vraiment, c'est un travail, on voit, on le sent, on le voit. et c'est un travail fait par des commissaires femmes aussi. Ouais, C'est, ben oui, c'est aussi important d'avoir ce regard. Peter Lindbergh aussi, j'avais demandé à une femme de faire le commissariat. Ça permet peut-être d'avoir une perception différente de la photographie de mode. Euh, c'est une question de voir, oui, d'évaluer, voir des expériences diverses entre commissaires. Bueno, et pour finir la conversation, parce que je vois qu'on a parlé très bien, et Montpellier sera la capitale européenne de la culture en elle 2026. est candidate. Ah, candidate. Elle n'est pas encore élue Ah, capitale européenne. Elle est candidate. Elle a été sélectionnée et il y a 4 autres villes avec elle, mais c'est pas encore acquis. ah, d'accord, mais de toute façon, je suppose que les institutions culturelles sont en train de donner le mieux possible. Oui, et le pavillon populaire a centré ses expositions autour de l'Europe. On va avoir une très belle exposition aussi autour d'une femme, hein, Gabrielle Munter. Gabrielle Munter était la compagne de Kandinsky Ah, ah. et une des plus grands peintres du Cavalier Bleu, du Blau Reiter. Et je vais montrer au début de l'année prochaine les photographies qu'elle a réalisées avant de devenir peintre.
Elle a passé en 1900 6 mois au Texas, alors que c'est incroyable, voir sa famille, personne ne connaissait photographie, donc on va les montrer avec celle de Eudora Welty. Eudora Welty, qui est l'un des plus grands écrivains américains du sud des États-Unis, qui a commencé aussi sa carrière, non pas comme écrivain, mais comme photographe. Donc voilà, ce sont des confrontations entre l'Europe, l'Amérique. Cet été, il y aura une grande exposition autour de la guerre d'Espagne. Voilà, on essaie de faire que le pavillon populaire soit un lieu incontournable. Oh, fabuleux, oui. Et certainement va être comme ça parce que je vois que les sélections sont vraiment de haut niveau. Et le public, on a des fréquentations importantes. Pour Oui. Peter Lindbergh, on a eu 80 000 personnes qui ont visité l'exposition. Madame Dora, on va approcher des 25 000, c'est bien. Mais j'en suis ravi. En tout Oui, cas, bien je sûr. vous remercie de vous être focalisé et sur l'exposition et sur le pavillon populaire. Merci beaucoup. Merci vraiment de donner votre temps Mais non, ça fait plaisir. et bueno, Ça me fait on sera plaisir. en contact. C'est une conversation intelligente, je veux dire, sur l'essentiel de l'exposition. Et c'est vrai que c'est pas souvent fréquent. Merci beaucoup.